Ma Mission TV, le miroir du monde. Je vais dire quelque chose pour illustrer Ngana Sana. Les lobos, M. Tshisekedi, ils ont tambo la motivation pour développer Mboka. Les alliés normal. Mais sauf que nous avons un tambo la sans plan. Ou que n'est pas voisin a été actuellement Fufuto Mwanini au Memi à sanité. Obtenu l'annulation de 9 milliards. Aujourd'hui, le Congo est redevenu vierge financièrement. C'était une femme violentée, violée par la communauté internationale. Le Congo est redevenu vierge et même est en mesure de mettre au monde, mais Kabila l'a mis en ménopause, je peux me permettre cette expression-là. Et puis, on peut s'en à quelle valeur? Parce que dans un monde, un contrat signé sur des gisements dont on ne connaît déjà ni la teneur ni le volume. Donc, le logo, on dit que le logo n'a eu une valeur dans le côté. Ça va soutenir, mais en réalité, pour il faut s'intéresser. Il faut aller là, il faut aller là, les blocs pétroliers, il y a lac Albertine. Il faut aller là, entreprises publiques. Je ne l'ai jamais entendu parler des réformes des entreprises publiques. Que les choses s'étaient mal placées. On n'est pas obligé, ils ne sont pas obligés de venir dire nous reconnaissons la faute, on a triché. Non. Le fait qu'ils acceptent qu'il y a des choses qui sont mal placées, sans nécessairement les dire, mais le fait qu'ils acceptent qu'on a une réforme, ça signifiera que nous sommes conscients qu'il y a des choses à corriger. Et je pense que ça va baisser la tension dans le peuple. Allant de l'exploitation, combien de tonnes de lithium que nous avons dans le sous-sol. Le gars il peut baza ko nyonga ye bipai na ipai azana courage na force nécessaire pour aller la kuna dio lia tambola ko lukambongo bongo twali na ngwawa ba o ye azao kende ko luka bazulu kande baya ya benda bango mais ça signifie qu'il est le dossier de lithium. Et on tolobi boye ma benyon so toza ko mona ezali peuple rwandais te ezali peuple congolais ezali ba konzi na biso na ndenge ba obongisa ko tamboli ya l'état. Donc tumba oyo ezako uta un parce que toi na armée ma capacité deux toi na ba konzi légitimité ba ko discuter na ba konzi ya Rwanda de manière transparente ba ko sala ba loi ba se respecter sur les se faire respecter sur ba droit na biso yango toza na bitumba oyo yango siko ba mingi bazo ya ko kotela biso ezaka ka ba Rwandais te ezali pe ba multinationale oyo ezako ya ko exploiter la richesse na biso de manière illégale sans que biso moto ko bénéficier yango c'est à cause du régime où ils ont illégitimité ils ont permettre bango ba imposer loi na bango. Et donc on m'a retiré la signature. J'ai écrit à celui qui m'avait fait cette lettre, à savoir le directeur de cabinet du président de la République, qui n'avait pas le droit de le faire. Et d'ailleurs, je crois que cette connerie continue. Le peuple voulait les changements. Il l'a exprimé dans les urnes, mais des urnes sont sorties autre chose. Et lui, M. Tshisekedi, symbolise cette autre chose-là. Nous disons, faisons les réformes pour que ce qui est arrivé ne se répète plus. Et on se retrouve dans une cohabitation qu'ils ont voulu masquer à travers ce qu'ils ont appelé coalition. Vous vous rendrez compte que ça ne fonctionne pas. C'est la cacophonie au sommet de l'État. Les chiffres, on ne triche pas avec. Je suis parti d'un budget de 800 millions à un budget de 3,5 milliards en 5 ans. Ça n'a jamais existé au Congo. Ça n'existera plus jamais avant longtemps, mais enfin, les records pourraient être atteints par un autre. S'agissant de Tshisekedi, je ne le vois pas doubler d'une année à l'autre. Ceux qui ont gagné ont été exclus, n'ont pas été investis. D'où la dictature. Donc les postulats, il faut les changer. D'où la dictature. Et nous refusons d'abord, de reconnaître que les autres ont gagné. Notre double présence est au sein de l'Assemblée nationale pour y apporter l'opposition républicaine. Mais notre présence aussi en dehors des institutions où nous voulons conduire le peuple vers cette revendication. Nous disons qu'il faut faire des réformes. Mais nous ne sommes pas naïfs, on n'est pas ignorer que ceux qui sont là ne voudront pas des réformes si nous ne faisons pas la pression nécessaire. Et cette pression, nous la voulons populaire. Une démocratie qui dysfonctionne, il faut des réformes. Et nous proposons des réformes, nous dirons pourquoi. Une dictature qui se porte bien, on ne la réforme pas, on s'en débarrasse, on la tue. Nous avons choisi de commencer expérimentalement par la proposition de réforme. Et nous savons que très probablement, ces réformes risquent de ne pas avoir lieu.
La MOUCA se bat pour mobiliser la population afin que les prochaines élections soient transparentes et reflètent la vérité du choix des électeurs. Mais nous pensons que ces réformes devraient se faire sur deux axes. Le premier axe, c'est celui qui passe par une institution que nous appelons Haut Conseil pour les réformes institutionnelles. Nous sommes une opposition. D'où nous opérons en dehors des institutions et nous organisons la résistance, qui n'est pas notre résistance, qui est la résistance du peuple, en ce que le peuple rejette ces institutions. Le peuple dit que ces institutions ne reflètent pas sa légitimité. À qui on demande de publier, comme le dit la loi, les résultats circonscription par circonscription, il ne le fait pas. Nous disons ceci, nous sommes au Parlement comme minorité, mais qui ne veut pas reconnaître la majorité en place pour y servir d'espace, si vous voulez, d'information. Ma mission TV, le miroir du monde. Trop vite en besogne sans préparer les chiffres, parce qu'un tel discours, une telle option politique implique un coût. Chaque choix politique implique un coût. Il n'a pas examiné la possibilité de financer ces coûts de manière saine. Et puis, soulager les fonctionnaires, soulager le peuple, ça doit être une politique plus ou moins d'ensemble, surtout dans ces secteurs-là. Il a fragmenté et il est même en difficulté pour financer ça. Regardez, il a promis des choses. La première fois de doubler les salaires des fonctionnaires de manière générale. Il est même allé jusqu'à 400 $ pour les militaires, auquel cas il devait l'appliquer à l'ensemble. Ça suppose qu'il devait doubler, voire tripler le budget de rémunération. Et aujourd'hui, il a plus ou moins doublé le budget de rémunération. Je pense qu'il a augmenté de 60%. Si le budget n'augmente pas, ça signifie qu'avec 4,5 milliards ou avec 5 milliards de budget en ressources propres, si c'est ça qu'il va réaliser, probablement, du moins c'est ce que dit le FMI, alors il va consacrer 60-70% au paiement du salaire et il n'y aura pas de ressources pour l'État. Donc il a des difficultés et il est allé trop vite et il n'a pas prévu l'ensemble des rubriques qui devaient faire l'objet du financement de l'État et qui étaient prises en charge par les parents. Voilà la difficulté qu'il va avoir. Ou alors il va financer ces gratuités dans les proportions, y compris pour le fonctionnement des professeurs, l'ensemble, et y compris l'ensemble des secteurs de l'enseignement, je veux dire l'enseignement de base, mais aussi les enseignants non payés, mécanisés mais non payés, et les autres. Mais à ce moment-là, il va leur payer avec la planche à billets, et donc il pourra doubler les salaires en nominal, mais en réalité il est divisé par 3 en pouvoir d'achat. Monsieur Cyril Kineba, du poste. Pour cet échange, les premiers évidemment après ma prise de fonction comme coordonnateur de la MOUCA. Nous allons parler essentiellement de la crise dans notre pays. Elle est multiforme. Elle est politique, elle est institutionnelle, elle est sécuritaire, elle est financière. Mais elle a pour cause l'illégitimité des institutions, illégitimité des animateurs de ces institutions. Cette illégitimité a commencé au lendemain de la publication des résultats. Tout le monde connaît le chaos électoral. Évidemment, il y a des compatriotes qui considèrent qu'il n'y a pas de crise. Le pays se porte bien. Il y a d'autres qui pensent qu'il y a réellement crise, mais la crise n'est pas d'une ampleur si importante que le pays peut se comporter comme dans le passé. Et nous sommes de ceux qui pensent qu'il y a crise et que la crise a une incidence grave sur le fonctionnement des institutions, sur le comportement de l'économie, des finances publiques, de la monnaie, sur la cohésion dont nous avons besoin pour nous battre à l'est du pays et extirper notre pays des occupants. Voilà pourquoi je vous ai invité, mais aussi nous parlerons de la MOUCA, la vision de la MOUCA et le rôle que je voudrais, en accord avec mes compagnons, leaders de la MOUCA, la vision qui est la nôtre et la manière dont nous allons contribuer
à la sortie de cette crise dont souffre notre pays. Je suis à votre disposition pour des questions et pour un échange que j'espère fructueux afin que de nos échanges sortent la lumière. La MOUCA a 4 objectifs ou 4 valeurs qu'il défend. D'abord, la protection de la Constitution. Défendre la Constitution pour qu'elle ne fasse pas l'objet des révisions, surtout en ce qui concerne les dispositions verrouillées. La MOUCA se bat pour mobiliser la population afin que les prochaines élections soient transparentes et reflètent la vérité du choix des électeurs. La MOUCA se bat contre les antivaleurs, mais aussi pour une bonne gouvernance. Ma vision sera celle de coordonner cette quadruple vision de manière à ce qu'il y ait une unité dans l'action en dépit de la diversité. Donc la MOUCA va se comporter dans l'unité du peuple, mais en acceptant la différence, la diversité dans cette unité. Ce que je voudrais apporter de nouveau, c'est d'abord préserver les acquis de la lutte. Les 3 précédents ont maintenu les caps. Bien sûr qu'ils ont eu quelques difficultés, qu'il s'agisse de M. Katumbi, qui a dû revenir au pays avec un léger retard. Vous connaissez les difficultés qui ont caractérisé son retour au pays. Il y a Jean-Pierre aussi, qui a eu les mêmes difficultés plus ou moins. De sorte que moi je viens et reprends les bâtons de manière à ce que nous soyons beaucoup plus sur les terrains de l'action dans la lutte pour les 4 axes dont je parlais, à savoir protéger la Constitution pour qu'elle ne fasse pas l'objet d'une révision, surtout en ce qui concerne les articles intangibles, nous battre pour qu'on puisse mobiliser le peuple de manière à obtenir que la prochaine fois, quand les élections auront lieu, qu'elles transmettent, qu'elles reflètent la vérité des urnes. Et aussi les antivaleurs, vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, au sommet de l'État, c'est la cacophonie, la gestion des finances publiques. C'est l'opacité. Nous allons nous battre sur le terrain. Les revendications populaires, ça va être notre cible de manière à obtenir qu'il y ait un peu plus de gestion correcte. Mais nous nous battrons aussi pour faire des marches pacifiques de manière à ce qu'on fasse une pression nécessaire aussi bien vis-à-vis des autorités du pays, mais aussi vis-à-vis de la communauté internationale pour qu'ils puissent se bouger afin que la guerre de l'Est, nous puissions la gagner au mieux des intérêts de notre population. Je vais, messieurs Christian de Sapueno, pour Top Congo. Bonjour monsieur Moufido, vous avez dit que vous allez... Il a parlé de 2 choses. La première chose, c'est qu'il a remarqué qu'il y a eu beaucoup de contentieux électoraux. Il me semble qu'il n'a pas fait la proposition quant à la solution nécessaire. Mais aussi, il a parlé de la révision de la Constitution, principalement en ce qui concerne, non pas les articles verrouillés, mais pour le scrutin électoral, aussi bien pour le 2e tour de la présidentielle, mais aussi, il a insinué ou plus ou moins présenté en filigrane l'idée qu'il fallait revoir le mode de scrutin pour le gouverneur des provinces. Nous ne sommes pas contre ces révisions, ces 2 révisions, principalement en ce qui concerne le second tour, mais la question qui reste, c'est quel est le cadre de cette révision. Nous, dans les réformes que nous proposons, voilà ce que nous disons. Il faut pour ce pays des réformes. Mais nous pensons que ces réformes devraient se faire sur 2 axes. Le premier axe, c'est celui qui passe par une institution que nous appelons Haut Conseil pour les réformes institutionnelles, quitte à ce que, après qu'on ait fait ces réformes dans le cadre de la classe politique, à travers un consensus de la classe politique, que ces réformes soient implémentées par les institutions établies, à savoir les parlements ou l'Assemblée et les Sénats. Voilà ce que nous disons. Donc, nous pensons que les réformes, il faut les obtenir, mais nous ne les obtiendrons qu'en faisant la pression. Deuxièmement, il faut les implémenter dans l'ordre institutionnel actuel, mais à condition que les compromis soient trouvés au sein de la classe politique, en dehors de cette institution-là, parce que cette institution-là, elle est commandée par M. Kabila, qui est un conservateur avec ses troupes qui ont eu la majorité des facteurs que vous connaissez. Donc, révision constitutionnelle, oui.
les cadres des institutions, nous voulons que ce soit initié à partir du Haut Conseil des révisions constitutionnelles, mais implémenté dans le cadre de l'Assemblée nationale. À partir du moment, à ce moment-là, nous reconnaîtrons cette Assemblée nationale du fait qu'eux auront reconnu notre combat qui exige les réformes. Votre question renferme ce que je considère comme étant une faute. Premièrement, nous ne sommes pas une démocratie. Nous sommes une dictature. C'est toute la question. Je crois que cette séance va tourner autour de ça. Est-ce que nous sommes une démocratie qui dysfonctionne, qui se porte mal, ou nous sommes une dictature qui se porte bien? Une démocratie qui dysfonctionne, il faut des réformes. Et nous proposons des réformes, nous dirons pourquoi. Une dictature qui se porte bien, on ne la réforme pas, on s'en débarrasse, on la tue. Nous avons choisi de commencer expérimentalement par la proposition de réforme. Et nous savons que très probablement, ces réformes risquent de ne pas avoir lieu. Mais surtout, même si elles ont lieu, ce sera à l'image de l'oppresseur. Et si elles ont lieu, elles ne seront pas appliquées. Maintenant, vous posez la question où nous nous trouvons institutionnellement. Parce qu'après les élections, il y a la majorité, d'une part, d'autre part, il y a l'opposition. Nous nous disons, après les élections, il y aurait eu une majorité réelle, reflétant la vérité des urnes, et une opposition réelle, reflétant aussi la vérité des urnes, ceux-là qui n'auront pas eu le mandat du peuple, mais qui ont eu le mandat qui n'ont pas eu le mandat du peuple pour gérer, mais qui ont eu le mandat du peuple pour apporter la contradiction et enrichir les débats. Nous ne sommes malheureusement pas dans ces cas d'école. Ceux qui ont perdu se sont imposés et ceux qui sont la majorité. Ceux qui ont gagné ont été exclus, n'ont pas été investis. D'où la dictature. Donc les postulats, il faut les changer. D'où la dictature. Et nous refusons d'abord, de reconnaître que les autres ont gagné. Ceux qui prétendent avoir gagné et qui se sont installés par la force par la ruse à la tête du pays. Et que nous refusons de dire que nous sommes une minorité, nous sommes une opposition. D'où nous opérons en dehors des institutions et nous organisons la résistance, qui n'est pas notre résistance, qui est la résistance du peuple, en ce que le peuple rejette ces institutions. Le peuple dit que ces institutions ne reflètent pas sa légitimité. Voilà. Mais dans l'entretemps, nous pensons que la réforme, plutôt la résistance populaire peut s'organiser partout, y compris dans les salons de l'oppresseur. Elle peut s'organiser au sein des institutions. D'ailleurs, l'expérience montre en ce qui concerne notre pays. S'agissant des élections de 2006 et de 2011, il y a eu contestation. Mais on est resté dans les institutions. On n'a pas boycotté les institutions. On a conduit la lutte au sein des institutions et en dehors des institutions. Ce qui a fait d'ailleurs que, grâce à la présence au Parlement, on a dénoncé auprès du peuple les complots qui consistaient à changer de constitution, à réviser la constitution ou à changer la loi électorale. Et le peuple a pris les relais pour descendre dans la rue et il a bloqué la machine. Donc, notre double présence est au sein de l'Assemblée nationale pour y apporter l'opposition républicaine, mais notre présence aussi en dehors des institutions où nous voulons conduire le peuple vers cette revendication. Comme simple standard s'explique bien, parce qu'il s'agit du combat du peuple contre ceux qui ont pris le pouvoir par la force. Vous rendez bien compte que nous sommes en présence d'une contradiction principale. À partir du moment où les jeux lui-même, vous n'êtes pas d'accord sur les jeux, vous n'êtes pas d'accord sur les règles des jeux, vous n'êtes pas d'accord sur les objectifs à atteindre, il doit forcément y avoir à un moment donné un clash. Vous n'allez pas, vous devez être logique avec d'un seul concept de combat démocratique. Et qu'est-ce que vous suggérez? La guerre armée, vous suggérez parce que c'est logique. Quand on a pris un tel postulat. Dans un courant, il y a des amis qui considèrent que, ayant accepté d'aller à la Cour suprême, à la Cour de justice, à la Cour constitutionnelle, pour formuler notre plainte, et la Cour suprême, plutôt la Cour constitutionnelle, ayant donné raison au camp adverse, nous devions tirer les conséquences parce que nous étions dans la logique de l'acceptation des institutions en nous référant à ces institutions, dont l'institution judiciaire.
cette opinion est aussi pertinente et acceptable. Mais nous disons, cette Cour constitutionnelle est à la solde du pouvoir en place. Puisque nous sommes dans les schémas républicains, même s'il entretient une illusion, nous devons jouer aussi sur le peuple, dans le peuple pour revendiquer la vraie solution. C'est pourquoi vous avez l'impression qu'il y a une attitude ambivalente. D'une part, nous sommes au Parlement, nous voulons nous battre au Parlement, je viens de le dire, et d'autre part, nous sommes dans la rue, nous revendiquons les marches pacifiques, revendiquons les exigences du peuple de manière à ce que nous puissions obtenir qu'on rentre aux élections, mais en passant par des réformes. Donc ce n'est pas une contradiction, c'est une approche complémentaire. Comment voulez-vous que je considère un système qui, après les élections, contrairement au texte, parce que contrairement au texte de la République, comment voulez-vous que je qualifie un système qui ne publie pas les résultats? À qui on demande de faire le comptage, il ne fait pas le comptage des voix. À qui on demande de publier, comme le dit la loi, les résultats circonscription par circonscription, il ne le fait pas. Nous disons ceci, nous sommes au Parlement comme minorité, mais qui ne veut pas reconnaître la majorité en place pour y servir d'espace, si vous voulez, d'information, de surveillance, de manière à ce que si ce n'est pas des choses graves à l'intérieur, y compris en ce qui concerne, comme je l'ai dit, lutter pour que la Constitution ne fasse pas l'objet d'une révision en ce qui concerne les articles intangifs. Il faut faire le relais dans le peuple et amener le peuple à faire des marches pacifiques, à faire un soulèvement pacifique pour que ce que la majorité, entre guillemets, factice veut faire n'ait pas lieu. Ce n'est pas une contradiction, c'est une approche de lutte. Nous voulons lutter et dans les institutions. Vous savez que la population qui s'est plainte du régime, comme dans le passé d'ailleurs, et vous avez des ouvriers, vous avez des cuisiniers, vous avez qui travaillent chez l'oppresseur, qui se plaignent, mais au moins qui sait qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc nous pouvons mener la lutte, y compris au salon de l'oppresseur. C'est pourquoi nous sommes dans ces parlements-là, pour surveiller les actes, les initiatives qu'ils prennent, mais faire le relais dans le peuple en lui disant voilà ce qui se passe, vous devez descendre dans la rue pour que ce qui veut être fait, ce qu'ils veulent faire, qu'ils ne le fassent pas. Donc en clair, vous conciliez les deux tendances qu'il y a dans le camp. Voilà, c'est ma démarche. Nous sommes d'accord pour dire qu'il faut mener les deux combats qui sont complémentaires. Donc les combats républicains pour apporter la contradiction, enrichir les débats, et puis les combats de la résistance, grâce aussi à ces revendications dans les institutions, où nous informons le peuple des complots qui sont ouverts contre lui. Oui, non, ça me paraît essentiel cette question pour clarifier votre démarche. Quand nous avons Martin Fayulu devant nous, vous dites vous êtes leader de l'opposition, il dit carrément non, moi je ne suis pas dans l'opposition, c'est moi le chef de l'État élu, c'est lui qui parle, c'est moi le président de la République élu, je ne suis pas dans l'opposition. Mais là, vous êtes dans il dit je suis le chef de l'État, le président élu, mais non investi. Oui, mais il ne veut pas qu'on le présente comme leader de l'opposition. Or, il y a certains actes, quand vous êtes au Parlement, par définition, vous êtes dans le camp de l'opposition, parce que vous n'êtes pas dans la majorité. La séquence où vous êtes au Parlement, vous reconnaissez qu'il y a un pouvoir, qu'il y a une majorité. Donc là, vous jouez les jeux parlementaires. Mais quand vous êtes en dehors, vous ne jouez plus les jeux des institutions. Non, mais ce que nous disons, nous sommes au Parlement, nous reconnaissons qu'il y a un pouvoir, mais un pouvoir illégitime. Nous sommes dehors pour faire en sorte que ces pouvoirs partent. Mais nous disons qu'il ne partira pas de notre faute, de notre fait, il partira du fait du peuple. Et en même temps, nous disons, mais il partira aussi par la vérité des urnes. C'est pourquoi le projet de sortie de crise qui consiste à dire, faisons des réformes, ensemble comme classe politique, dans le cadre d'un espace consensuel, et proposons ces réformes au pouvoir établi, mais qui n'aura que des compétences liées, et à partir de ces réformes, qui corrigent c'est par où le mal est arrivé, à savoir la Cour constitutionnelle, la CENI, etc., nous puissions rentrer aux élections le plus rapidement possible. Donc, M. Fayulu fait une proposition de crise. La MOUCA, dans son ensemble, est d'accord sur les principes des réformes. Nous disons qu'il faut faire des réformes. Mais nous ne sommes pas naïfs, il ne faut pas ignorer que ceux qui sont là ne voudront pas des réformes si nous ne faisons pas la pression nécessaire. Et cette pression, nous la voulons populaire. Voilà pourquoi nous faisons pression pour qu'il y ait des réformes. Mais maintenant, pour qu'un pays change, comme toute société, et changer par des réformes, et si par les réformes, ce n'est pas possible, parce que les réformes, c'est l'apanage d'une démocratie.
peuple va constater qu'il n'est pas possible dans le cadre de ces systèmes d'obtenir les réformes qui aillent dans le sens de ses intérêts. Le peuple va utiliser l'autre formule, la formule de la révolution. Donc un pays change soit par les réformes si on est en démocratie, par la révolution si on est en dictature. Il n'y a pas de contradiction dans cette double démarche qui, pour moi et pour nous, est complémentaire. Mais en attendant, on peut plus ou moins calmer la situation en renforçant. Et nous avons lancé qu'elle viendra, qu'ils viendront. Exploiter ça avec nous dans le cadre de la CPGL, après qu'on ait réglé. Comment vous pouvez-vous, élite congolaise, vous journalistes, penser qu'il est normal que le Rwanda influe sur la politique congolaise? L'Ouganda influe sur la politique congolaise en disant nous voulons tel plutôt que tel, ainsi de suite. Et que nous ne sommes pas en mesure de dire qui nous voulons comme président au Rwanda. C'est parce que nous sommes faibles. Les premiers défis, il faut les lancer à nous-mêmes. Tant que nous n'aurons pas une armée, et nous n'aurons jamais d'armée si on n'a pas une bonne économie et par conséquent de bonnes finances, pour être en mesure de financer notre armée. Le Rwanda va se discipliner dès lui-même. Nous pourrons faire la paix déjà en organisant notre État. D'où les principes de la solidarité qui doit caractériser nos rapports au sein du peuple, au sein de la classe politique. D'où la nécessité d'avoir un pouvoir légitime capable d'organiser l'économie, d'avoir de bonnes finances et d'être capable de financer une armée pour que les Rwandais se disciplinent. Tous nos voisins qui nous importunent. L'intégration sous-régionale qui est une nécessité. Qui aurait pu faire que les Rwandais viennent au Congo par la grande porte? Pourquoi les Chinois, les Asiatiques, les Indiens peuvent venir investir dans notre pays, pas les Rwandais, pas les Ougandais? Pourquoi pas? Ce sont les Africains et les Congolais de manière générale, nous sommes africanistes. Les Rwandais peuvent venir investir, exploiter. D'ailleurs, les 10 000 ou les 5 000 ou 8 000 kilomètres carrés qu'ils veulent avoir et qui n'auront jamais. En tout cas, qui n'auront pas dans la paix. Et la guerre sera longue et peut-être éternelle. Ils ne l'auront jamais. Mais ce 10 000, c'est peu par rapport à ce qu'ils peuvent avoir en venant au Congo. Mais pour cela, il faut qu'un Congo solide qui sécurise les intérêts des communautés, qui sécurise les intérêts des citoyens, qui sécurise les intérêts, y compris des Rwandais, des Angolais et tous les autres compatriotes africains qui peuvent venir au Congo. Il n'y a que dans la paix, il n'y a que dans le respect mutuel, il n'y a que dans la sécurisation des intérêts des communautés locales, congolaises, rwandaises et autres, que nous pouvons travailler ensemble et mettre à la disposition de l'Afrique, nous Congolais, tout ce que nous avons comme opportunité, mais aussi profiter des opportunités qu'il y a au Rwanda. Pourquoi pas? Alors, pour obtenir ça, il faut faire la guerre au Rwanda. Ce n'est pas en pleurnichant. Peut-être que cette guerre-là ne sera pas nécessaire si déjà nous montrons que nous sommes forts, nous Congolais, et que nous avons la cohésion entre nous. Les Rwandais pourront venir s'installer au Congo, faire le commerce, exploiter les richesses minérales, faire l'agriculture, avoir des concessions. Pourquoi pas? Mais en respectant les droits des Congolais, les droits de l'État congolais. Et cela n'est possible que si nous-mêmes, on se réorganise. De sorte que les Rwandais qui sont nos frères, parce que nous, moi j'ai étudié avec les Rwandais, je ne savais même pas. Donc nous sommes toujours bien comportés. Peut-être que le cafouillage qu'il y a dans notre pays oblige les gens, les multinationales, les Rwandais et tous les autres de venir prendre frauduleusement ce qu'ils auraient pu prendre en toute transparence en travaillant avec le Congolais, quitte à ce que la part des Congolais reste au Congo et la part des Rwandais qui veulent rapatrier chez eux aille. Je le dis pour les Rwandais comme je le dirais pour tous les autres Africains et tous les autres voisins. Ce n'est qu'en ayant une armée forte, en menaçant le Rwanda, en l'occupant si c'est nécessaire, en l'exploitant ou en l'annexant au Congo, pour qu'on fasse un même pays ou une confédération congolaise. Ce n'est qu'alors que nous aurons la paix pour que nous puissions développer la sous-région du Grand Lac. Alain Yvonne insiste par rapport au pouvoir. Vous venez tout à l'heure à dire que la communauté internationale ne soutient pas toujours. Dont le pays est sous occupation. Pour un pays... Non, c'est-à-dire que si ces commentaires, je les fais, c'est parce qu'en réalité, il y a une absence de démonstration. Vous devez nous démontrer, parce que nous parlons quand même à notre peuple. Quitte notre pays à travers les milices, à travers les armées qui sont les reliquats
du M23, les reliquats des CNDP, ainsi de suite. C'est connu de notoriété publique, M. Willy Kalingay. Lisez les rapports mapping. Je crois que je n'aurai plus besoin de faire des démonstrations. Maintenant, je pose ma question. Ma question, vous êtes aujourd'hui... Les modalités de gestion du pays. La différence réside dans les modes d'accession au pouvoir. La différence ne réside pas dans les politiques publiques entre celles que lui applique, lui et son groupe, et celles que nous préconisons. La différence réside dans les systèmes politiques. Nous disons que c'est un système dictatorial qui arrive au pouvoir par la force, qui veut garder le pouvoir par la force et la ruse. Et que par conséquent, la différence des politiques publiques découle de cette première différence des systèmes. Et donc, nous lui dirons, parce que je n'irai pas le voir, ni le voir seul, moi encore seul, c'est ensemble. Il doit le dire pas à moi, mais à la nation. Parce que je suis qu'un citoyen. Et la Mouka ne se confond pas au peuple. La Mouka, ce n'est qu'un porte-étendard de la volonté populaire, exprimée dans les urnes en décembre 2018. Le peuple voulait les changements. Il l'a exprimé dans les urnes, mais des urnes sont sorties autre chose. Et lui, M. Tshisekedi, symbolise cette autre chose-là. Nous disons, faisons les réformes pour que ce qui est arrivé ne se répète plus. Ce qui nous intéresse, ce sont les réformes. Ce n'est pas travailler ensemble au sens de partager le pouvoir, un pouvoir déjà qu'il n'a pas. Vous savez, tout à l'heure, nous avons parlé de la crise politique, mais je voudrais qu'on insiste quand même sur la crise institutionnelle. Notre pays a une constitution qui institue de manière bicéphale la gestion du pays. Il y a d'une part le président de la République qui est élu parce qu'il a la majorité parlementaire, il y a d'autre part présidentielle, et d'autre part les parlements qui incarnent la majorité parlementaire. Les deux doivent être ensemble et de même obédience pour que les chefs de l'État qui donnent l'impulsion et fassent cette impulsion au gouvernement qui est supposé être de son obédience. Mais les résultats ayant été fabriqués à la suite du deal que le monde entier connaît, ça a donné un monstre institutionnel qui veut que le chef, celui à qui on a donné la majorité présidentielle, les peuples qui pourtant étaient interrogés le même jour, ne lui a pas donné la majorité parlementaire dont il aurait besoin pour sécréter un gouvernement de son obédience qui ferait le programme en concertation à lui et qui devrait implémenter ces programmes. On ne lui a pas donné la majorité parlementaire, mais par contre, on a donné à d'autres la majorité parlementaire sans leur donner la tête, l'institution suprême. Et on se retrouve dans une cohabitation qu'ils ont voulu masquer à travers ce qu'ils ont appelé coalition. Vous vous rendrez compte que ça ne fonctionne pas. C'est la cacophonie au sommet de l'État. C'est la méfiance. Les gens se regardent chez défaillance. En quelle qualité nous, on peut l'aider et comment on peut l'aider dans le cadre d'une telle configuration institutionnelle née du chaos électoral. Nous disons oui aux réformes, et puisqu'il a parlé aussi des réformes, oui aux réformes, il a parlé des réformes. Parce que M. Fayulu et nous tous, on est pour les réformes. M. Fayulu a indiqué quel est le cadre de la mise en place de ces réformes. Nous irons aux réformes dans le cadre d'une institution que nous appelons Haut Conseil pour les réformes institutionnelles et en implémentant ensemble, y compris les acteurs de leur bord politique, y compris leurs députés, dans cette instance-là, de facto, on pourra alors à ce moment-là, puisqu'il y aura une reconnaissance mutuelle, une reconnaissance de leur institution de notre part, mais une reconnaissance de notre combat en ce que désormais tous, on accepte de corriger. Et dès que nous dirons, nous, élites politiques, de manière générale, mais en particulier ceux qui ont organisé la fraude, que les choses s'étaient mal placées, on n'est pas obligé, ils ne sont pas obligés de venir dire nous reconnaissons la faute, on a triché, non. Le fait qu'ils acceptent qu'il y a des choses qui sont mal placées, sans nécessairement les dire, mais le fait qu'ils acceptent qu'on aille aux réformes, ça signifiera que nous sommes conscients qu'il y a des choses à corriger. Et je pense que ça va baisser la tension dans le peuple. Il pourra à la limite commencer à travailler tranquillement. Parce que le peuple va se calmer, pourra adhérer à leurs promesses, si la promesse principale consistera à dire nous allons corriger les choses pour que désormais
la volonté du peuple, une fois exprimée, qu'elle se révèle à travers, et se reflète à travers la vérité, des yeux. À partir de ce moment-là, nous pourrions aller vers la cohésion, vers un État solide, vers des institutions légitimes, légales. On n'aura pas nécessairement besoin de faire la guerre au Rwanda. J'ai insisté sur le fait que ce sont nos frères. J'ai insisté qu'ils peuvent venir au Congo par la grande porte, exploiter avec nous. Ils auraient plus d'espace. Regarde, le Congo peut absorber 10-20 millions d'Africains. Et pourquoi ils ne viendraient pas faire les affaires ici? Pourquoi les ressources naturelles qu'ils prennent frauduleusement, ils ne peuvent pas les prendre là-bas, dans le cadre d'un grand Congo confédéré, à la limite, qui les intègre? Mais en quoi consiste, que signifie la CPGL? C'est une espèce d'une petite Union européenne, parce que déjà le Congo, c'est l'ensemble de l'Europe. Et on annexe les Rwandais, on devient un même pays, un même citoyen, on exploite ces richesses qu'ils aiment tant, auxquelles ils ont droit d'ailleurs. Pourquoi pas? Pourquoi j'insiste, les Chinois viennent prendre des concessions entières, des mines et autres, les Rwandais pas. Il faut qu'on les fasse dans la paix, dans la sécurité, dans le respect mutuel, respect des intérêts des communautés locales. Les espaces, ils peuvent les occuper, toute transparence, quitte à ce que... Et là encore, j'insiste sur le fait que notre État est tellement faible que ne sécurisant pas les intérêts des communautés locales. Moi, j'ai été voir les vaches dans les Bandounes. Qu'est-ce que j'avais dit? Que ce qui me troublait, ce n'était pas tant le fait que les gens qui venaient étaient étrangers. Ce qui me révoltait, c'était que les communautés locales congolaises n'avaient pas de droits de propriété sur leurs terres. Pour que celui qui vient, d'où qu'il vienne, il peut venir du territoire voisin ou de l'étranger, il peut être chinois. Qu'en venant, il s'installe en discutant avec les communautés locales pour se partager la richesse qui sera née de cette exploitation-là. Or, l'État a fonctionné à ce jour. Ça, ce n'est pas un procès que j'ai fait à un régime, c'est notre État tel qu'il a fonctionné. Les communautés locales n'ont pas de titres sur l'État étant propriétaire, si vous voulez, du sol et du sous-sol. D'ailleurs, on ne dit pas qu'il est propriétaire. Il est souverain, il a la souveraineté sur les sols et le sous-sol. Il devient propriétaire que quand il fait une concession ou quand il fait un lotissement et met au profit de lui-même comme personne morale, à une personne morale publique ou au profit d'un individu les terres. Dès qu'on mettra aux communautés, comme les dit la loi Bakajika, les communautés locales, leurs terres, en différence avec les terres domaniales de l'État, et même quand quelqu'un vient d'où qu'il vienne et qui respecte les droits de propriété, qui paye son argent, qui accepte de partager les dividendes en exploitant les terres, en faisant son élevage, les communautés ne seraient pas hostiles à un tel partenariat qui s'est fait dans la forme, qui garantit les intérêts des uns et des autres. C'est ce qui devrait se passer, y compris dans les Kivu. Si les voisins viennent, respectent et reconnaissent les propriétaires terriens ancestrales, qui aujourd'hui n'a pas de titre malheureusement pour faire valoir ses droits, faiblesse de notre État, eh bien ça, les autres viendront par la fraude, ils vont imposer leurs lois, les populations indigènes seront mécontentes, d'où la guerre. Donc, reconstituons notre État, retrouvons la légitimité, travaillons avec le Rwanda, l'Ouganda et les autres. Enregistrement au contrat dans l'État, muto ya lingi kuyipa na yo azumwa ndambo mabele akuya kosenga pa na boyo kana okotsela mbongo opesi mwa ndambo abandi avandi. Yango tolobi peke biso congolais to mibongisa to sécuriser d'abord ba droit foncier ya ba communauté locale. To mibongisa to zala na l'État monene oyo azali na armée. Tout y a transparence dans la gestion de la Italie, richesse minière, richesse foncière. Rwandais, non. Rwandais en tant que dirigeant, Congo, son ami qui va bêta de ce film. Mais quand on a provoqué, tu as na Moyibi. Oyo bakoyi kozwa en tant que bande de Gonabiso ndenge tozala na 1960-70. Yango tolobi boye mabe nyonso toza komona ezali peuple rwandais te ezali peuple congolais ezali bakonzi na biso na ndenge baobongisa tamboli ya l'État te na ndenge tango su baotinda batu neti bao bazoya ko conquérir l'espace na est tango su be batu wana pe pasi eleki na ba élite na bango ba militaire na bango bazoya ko kota na makasi biso pe tozokoka kolongola bango te soki tomi bongisi en tant que congolais soki to bongisi o to bingi CPGL na kanisa oyo bazozwa biso na ntango Rwanda aye ko exploiter moi espace moko boye à respecter bi pa ya komi ezala l'administration locale ezala provinciale ezala ba chef coutumier ba respecter ba droit na bango ba respecter pouvoir coutumier na bango moni bande ko na biso ba sénégalais ba salim mingi awa
batie ba boutique ba musu bana ba ferme là-bas, pourquoi pas? Donc Bikutumba eza kouta, un, parce que toi na armée ma capacité, deux, toi na cause légitimité ba ko discuter na ba cause ya Rwanda de manière transparente. Ba ko ça la loi ba se respecter sur les se faire respecter sur ba droit na biso, yango toza na bitumba yango siko ba mingi bazo ya ko côté là. Parce que zaka ka ba Rwanda té. Ezali pe ba multinationale. Ezako ya ko exploiter la richesse na biso de manière illégale sans que ce moto pourra bénéficier. C'est à cause du régime où il y a illégitimité. Ils vont permettre de imposer loi na bango. Je veux dire quelque chose pour illustrer au Nganasana. Les lois, M. Tshisekedi, des autres tambours, la Mokimbako, na Kulukambo, pour développer Mboka. Les alliés normal. Mais sauf que nous avons un tambour la sans plan. Ou que n'est pas voisin a été actuellement foufouto moinini au memi à ta sanité. Azo que ne va pas sans plan sans programme. Yango bomoni banda bandi ko tambola signer ta contrat mokote. Au lieu à que na aucun discours moko apesa ki alobi que Angola ezali na PIB à 120-125 milliards de dollars, ils ont un budget proche de 30-40 milliards de dollars. Mais Angola a exploité le pétrole. Angola a une richesse de société. Mini a pétrole. Ils ont 9 milliards de barils dans les ils exploitent, ils produisent plus ou moins 1,5 million barils par an. Bisoto produit 30 000 barils. Vous avez la différence. Tout ça, on a un plateau continental. À l'Andela, on bien. Les lobouilles. Richesse au babandi ko découvrir ou ça la scandale le monde qui est la capitale nettoyer capitale il y a diamant industriel les alliés lithium allant de l'exploitation wana ba richesse au ça combien de tonnes de lithium que nous avons dans le sous-sol baza ça quoi ba bomba le gars là il peut baza ko nyonga ye bi pa il y a un courage na force nécessaire pour aller la kuna il y a tambola ko lukambongo bongo toali na ngwawa ba o ye aza okende ko luka bazulu kande baya ya benda bango mais ça signifie qu'il est le dossier du lithium qu'il est le dossier du cuivre to outi ko découvrir na loi là-bas plus ou moins 50 millions de tonnes de cuivre ça représente plus ou moins 300-400 milliards de dollars en prenant le prix moyen de 7000 bah na uka ipe ya lobayi que akosali sa certification. Certification, c'est bien, c'est déjà une bonne évolution. Mais il doit faire la titrisation. C'est-à-dire que concession n'a pas et puis à quelle valeur? Parce que nous avons un contrat signé sur des gisements dont on ne connaît déjà ni la teneur ni le volume. Donc le logo, le logo na yo yebina nos valeurs na ngoto. Ça va soutenir mais en réalité pour benda bilo kwa ya pays na pays. Donc il faut s'intéresser. Il faut aller là Yinga. Il faut aller là les blocs pétroliers, il y a lac Albertine. Il faut aller là entreprises publiques. Je ne l'ai jamais entendu parler des réformes des entreprises publiques, ni la réforme de la Banque centrale qui est en déficit, ni des établissements publics proprement dit qui sont en déficit. À travers les entreprises publiques, à Kokako mobiliser Mbongo et Belé pour ne pas restructurer, pas redimensionner SNEL, on a régi des instituts Mbongo et au côté Belé, SNEL est pour reproduire. Même Yinga, on a ceux qui SNEL et Zalaka, na bénéfice, et Zalaka bien géré. Il y a un moment où il y a un construire barrage Moussousou. Parce que barrage, il y a un à deux ezali na maboko SNEL, il faut construire barrage il y a 3 grâce à la ressource SNEL. Mais SNEL doit faire l'objet d'un redimensionnement, d'une extension grâce aux apports à la capitaux étrangers qui peuvent drainer de l'argent et créer de l'emploi dans notre pays. On a limité à ces niveaux-là en réponse un peu à la question. Il y a Koyeba, M. Tshisekedi na Koyiko Sunga Ndengini. Je l'avais fraîche dans la tête. Juste, vous avez cité la régie des eaux. Certains disent que vous n'avez pas payé en 2 ans ce que Chimala a payé en 1 an à ces entreprises. Quelles sont les dettes de la régie des eaux et de la SNEL? Pourquoi avoir effectivement accumuler la dette des entreprises publiques, compris de la régie des eaux?
Mais parce que je voulais annuler la dette de la communauté internationale qui s'est chiffrée à 14 milliards de dollars. Et je payais cette dette-là pour atteindre les points d'achèvement. C'était l'un des critères. Donc, j'ai réussi, en payant la dette de la communauté internationale, obtenu l'annulation de 9 milliards. Aujourd'hui, le Congo est redevenu vierge financièrement. C'était une femme violentée, violée par la communauté internationale. Le Congo est redevenu vierge et même est en mesure de mettre au monde, mais Kabila l'a mis en ménopause, je peux me permettre cette expression-là, pour des raisons que nous allons développer par la suite. Et donc, on m'a retiré la signature. J'ai écrit à celui qui m'avait fait cette lettre, à savoir le directeur de cabinet du président de la République, qui n'avait pas le droit de le faire. Et d'ailleurs, je crois que cette connerie continue. En lui disant, messieurs, vous voulez me retirer une signature que je n'ai pas. Vous me retirez une signature que je n'ai pas. La signature consistait dans la chaîne de la dépense. Le Premier ministre n'est pas dans la chaîne de la dépense, sauf comme autorité qui engage les dépenses en rapport avec le budget de son cabinet. Et ça, c'est fait par son directeur de cabinet. Donc, je n'interviens pas dans la chaîne, mais je coordonne l'action gouvernementale. J'ai coordonné l'action de ce gouvernement. Et comme je suis financier, et comme je suis agent de l'État, je n'ai grandi que là-dedans, je me suis intéressé au volet économique et financier. Et les résultats, vous les connaissez. Les chiffres, on ne triche pas avec. Je suis parti d'un budget de 800 millions à un budget de 3 milliards et demi en 5 ans. Ça n'a jamais existé au Congo. Ça n'existera plus jamais avant longtemps, mais enfin, les records pourraient être atteints par un autre. S'agissant de Tshisekedi, je ne le vois pas doubler d'une année à l'autre, parce qu'effectivement, en partant d'un budget de 4,5 milliards en 2009, qui était le même en 2018, je ne le vois pas doubler en 2019, parce que je l'ai vu agir. Lui vient de faire un an. Moi, c'est de l'année 2000, j'ai trouvé un budget de 800 en 2006, je l'ai doublé en 2011 comme ministre du budget, évidemment dans le cadre du PALU, parce qu'en fait, c'est moi qui ai élaboré ce budget. Mais il ne faut pas confondre ces dispositifs-là de celui actuel. Et donc, nous avons doublé. Non seulement on a doublé, mais on a multiplié par, je dirais combien, 10, 20 les réserves d'échange, en ayant extrait du sous-sol seulement 1 800 000 tonnes de cuivre. Mais les amis qui sont arrivés après, ils ont extrait, gouvernement Matata, Tibala et autres, enfin, sous la direction de M. Kabila, ils sont passés d'1,8 million. Les cuivres qui ont sorti du sous-sol, ils ont sorti 7 millions, 7 fois plus de tonnes. Il faut vérifier, les chiffres sont là. D'ailleurs, je les ai ici. Mais curieusement, ils n'ont pas doublé, triplé, quadruplé pendant cette période de 7 ans le budget de l'État. Ils n'ont augmenté que de 30% pendant la période, alors que moi, en 5 ans, j'ai multiplié par 4 le budget. Donc une croissance de 300%. Il y a un accroissement de 300%. Et ils n'ont augmenté que de 20% en ayant sorti du sous-sol 5 fois plus de gisements. Et mieux encore, ils sont partis des réserves de change. Moi, j'ai trouvé 100 millions de réserves de change. J'ai laissé 1,5 milliard. Et ils sont partis de 1,5 milliard qu'ils ont ramené à 800 millions. Tout en ayant exploité 7 fois plus de cuivre et de cobalt. Donc, c'est une question de gestion. C'est une question de gouvernance, c'est une question de gestion, une question de transparence dans la gouvernance. Lisez les documents de la Banque centrale, du FMI, vous allez voir cet écart. Donc, ça a été fait et ils ne le feront pas parce que Tshisekedi est à la tête d'un État sans avoir la majorité parlementaire par laquelle il peut agir. Et cette majorité parlementaire, elle est conservatrice. Ce sont ces gens qui venaient de faire preuve des faiblesses que je viens d'écrire en termes d'évolution du budget et de la croissance. Je constate aussi que notre pays a eu un taux de croissance de 4,8 en 2018, 5,2 en 2018, 4,8 en 2019, sous Tshisekedi, et les taux de croissance programmés dans le cadrage budgétaire actuel, que venait de défendre le Premier ministre, est de 3,2. Donc nous sommes dans la phase de déclin. Nous déclinons, et voilà pourquoi je ne vois pas avec ces taux de croissance réaliser. Et je ne suis pas seul à le dire. Le FME le dit. Il dit que c'est un budget qui est réaliste. Mais cependant, ce n'est pas un budget qui pouvait être irréaliste pour le Congo, parce qu'on peut aller jusqu'à 15 milliards, mais ça suppose des réformes. Ces réformes, il ne peut pas les obtenir dans le cadre de cette gouvernance, pour des raisons évidentes que je viens de décrire.
croissance de 25% en moyenne pendant 20 plans décennales. Il a promis une pression fiscale, c'est-à-dire une capacité de l'État à prélever sur le PIB 25% de celui-ci. Aujourd'hui, il n'en parle plus puisqu'il est dans la réalité où le PIB est autour de 3%, plutôt le taux de croissance est autour de 3% pour l'année prochaine. La pression fiscale est autour de 13%, plus ou moins la moitié de ce qu'elle a produit. Nous avions prévu un taux de croissance, un taux de pression fiscale de 15%, une croissance autour de 8%. Comment nous allions faire? D'abord, nous allions bénéficier, si vous voulez, de la confiance du peuple et de l'adhésion aux initiatives, aux sacrifices qu'on allait imposer. Nous n'allions pas nous amuser à prétendre financer la gratuité. Vous nous retrouvez dans l'impasse telle que nous serions obligés de recourir à la planche à billets et faire monter, faire chauffer les dollars sur le marché de change, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous allions faire des promesses qui correspondent plus ou moins à la réalité, mais en ayant une approche plus ou moins progressive de l'évolution. Et le peuple nous aurait fait confiance et nous allions accepter de patienter. Deuxièmement, nous allions recourir à toutes les opportunités pour financer la construction du Congo, avec un paquet de mesures qui permettraient qu'on finance. Et pour financer la construction, il faut travailler avec la communauté internationale. La communauté internationale a une règle du jeu. La règle du jeu, c'est d'abord, pour qu'on vous prête notre argent, il faut montrer que vous allez gérer de manière transparente. Gérer de manière transparente d'abord votre argent, c'est-à-dire les recettes que vous collectez et les recettes potentielles, y compris en ce qui concerne le secteur d'extraction. Les mines que vous donnez aux autres, vous devez le faire en respectant la règle d'appel d'offres internationale pour que vous ayez la meilleure offre possible. Pour que l'argent que vous nous demandez, regarde, je sais qu'il y a tant qu'on lui donne, je crois qu'on lui a déjà donné 368 millions de dollars, alors que lui peut collecter des 3, 4, 5, 6 milliards auprès des investisseurs dans le secteur minier. Je vous ai parlé des 50 millions de tonnes de cuivre dans les lois là-bas. Ça, c'est un nouveau gisement. Ça vaut plus ou moins 350 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Il suffit de faire un calcul prévisionnel pour dire que si nous exploitons, nous pourrions avoir ces chiffres d'affaires de 300 dans la durée 20 à 30 ans. Mais ça, c'est le chiffre d'affaires, mais notre part au titre d'impôt, notre part au titre des dividendes pourrait représenter globalement 20% et les mettre sur le marché pour les lever des fonds avec lesquels on peut construire le Congo en disant cette mine, nous la vendons sur le marché international. S'il n'y a pas de prêt, nous la donnons en gage pour avoir 20 milliards parce que nous serons en mesure de rembourser le moment venu grâce à l'exploitation de la mine proprement dite. Voilà comment nous allions redimensionner les entreprises publiques, les restructurer et ouvrir leur capital au secteur privé qui amènerait des capitaux, qui allaient relancer l'activité économique et même créer des emplois. Nous allions aussi regarder ce qui se passe sur les secteurs pétroliers. Notre bloc, Lac Albertine, là, bloc 1, bloc 2, vers l'Ouganda, qui aujourd'hui, dans les sous-sols, c'est le Rwanda qui prend. Moi, j'ai peur que ce soit le cas comme en Angola, où nous avons une zone qu'on pouvait exploiter ensemble, mais où le pouvoir s'est tué, on ne sait pourquoi. Et donc nous avons peur que notre pays, parce que les autres exploitent depuis des décennies, nous n'exploitons pas. Nous allions regarder ça. Il y a les lithium. Ça va ensemble avec la question des climats. Aujourd'hui, le Congo sera la capitale du monde en ce qui concerne ces matériels qui va déterminer l'avenir, si vous voulez, l'avenir de l'automobile. Donc nous devons savoir. Je sais qu'il y a promis la certification, mais il n'y a pas que la certification. Il faut titriser avant de signer des contrats avec des éventuels repreneurs et éventuellement dire nous ne rentrons pas dans la production, nous cédons la production à la GCAMI, nous cédons la production à des étrangers, mais à condition qu'ils nous donnent prévisionnement ce qui nous revient. C'est ce qu'on a fait avec les Chinois en ce qui concerne les crédits chinois de 9 milliards, lesquels le FMI a réduit à 6 milliards. C'est la première fois là encore que le pays mobilise du coup 6 milliards de dollars dans un contrat. Et parce que nous avons donné des concessions et nous avons mis aussi en exploitation une grande concession avec Sikomi et nous avons obtenu les gages de ce crédit-là. Et en principe, 3 milliards c'était pour l'exploitation de la mine, les 3 milliards c'était pour des investissements publics. Je ne sais pas ce qui est devenu ce crédit. Là aussi, il faut regarder qu'est-ce qui se passe là-dessus. Donc, il y a moyen
de faire ce qu'aujourd'hui, malheureusement, Tshisekedi ne fait pas, parce que nous aurions eu la légitimité, l'indépendance nécessaire, parce que nous serions les produits du peuple et non pas des produits des arrangements occultes. Donc, budget de 10 milliards, c'est à notre portée, mais pas dans le cadre de cette gouvernance qui est dans l'impossibilité, la cacophonie au sommet de l'État aidant, qui n'est pas en mesure de faire des réformes nécessaires pour que l'argent du Trésor puisse entrer, et surtout pour que la capacité supplémentaire de financement des infrastructures soient dégagées grâce au potentiel minier, pétrolier et hydroélectrique. Sur Top Congo, on nous informe que très bientôt ils vont clôturer. Nous sommes en direct sur la... De manière générale, d'un soutien moral et psychologique. D'abord en tant qu'Africain ou en tant qu'homme tout court, il y a eu des morts, beaucoup de morts, des massacres, et les massacres continuent. En tant que responsable politique, nous voulons dire à cette population que nous sommes des pères, qu'ici à l'ouest, à Kinshasa, les gens suivent, ils sont prêts à se mobiliser pour faire pression et sur le gouvernement et sur la communauté internationale pour que les choses changent et parce qu'elle aura bougé. Voilà notre objectif. Il est symbolique, mais il est aussi politique et social. Voilà pourquoi nous y allons. C'est pour faire signe de solidarité. Solidarité de nous, la MOCA, mais aussi solidarité de notre peuple, du reste des communautés du pays, au sort et à la souffrance de cette population de Béni en particulier, mais de l'Est du pays en général. Okay. Monsieur José Nawège, du Forum des As. Ces plans de sortie de crise, ce n'est pas pour Fayoulou, ce n'est pas pour la MOCA. C'est pour le pays, c'est pour le peuple, y compris pour eux. Parce que demain, nous irons aux élections. Il est possible que Tshisekedi les gagne. Mais si le système de fraude continue, est-ce qu'il sera content? Non. Les réformes, nous ne disons pas les plans de sortie des crises égale publication des résultats, égale récomptage. Nous disons plan de sortie des crises, c'est des réformes pour qu'on rentre aux élections les plus rapidement. Nous disons dans 1 an et demi ou 2 ans. Les autres peuvent dire dans 3 ans. Parce qu'entre les moments où on commence des discussions pour identifier les réformes à faire, les lister, définir leur nature et mettre en place la structure qui va faire ces réformes. C'est déjà 1 an. Mais maintenant, les parlements devra formuler sous une forme législative ou légale ces réformes. C'est 6 mois, sinon plus. Il faut les publier, leur donner la forme légale. Vous voyez ça? Et maintenant, il faut commencer à préparer ces élections. Vous n'avez pas peur que si nous devons commencer les réformes pouvaient même avoir lieu sans que nous on les revendique. Déjà, Tshisekedi qui est dans son fauteuil, qu'il a eu de la manière qu'on connaît, parle des réformes. Si nous ne les faisons pas à temps, puisqu'il y a un délai, y compris pour organiser les élections, il y a un délai pour mobiliser les fonds. Peut-être qu'on pourra parler du recensement. Peut-être qu'on pourra parler de l'enrôlement. Moi, j'ai bien peur qu'en commençant en retard, nous avons peur qu'en commençant en retard, ils soient obligés de ne pas rester le délai dont ils se réclament, de 2023. Parce qu'ils diront non, puisque l'opposition a voulu les réformes et qu'on n'est pas prêt pour éviter les prochaines protestations, revendications. Bon, on va prendre 1 an de plus pour qu'on se mette d'accord. Et ce sera la prolongation. Donc, nous sommes tous d'accord. Tu sais qu'il a dit qu'il faut faire des réformes. Mais maintenant, quel est l'objet des réformes? Quel est le cadre? Ça diverge. On peut avoir une divergence. Quelle est l'institution qui initie ça? Nous sommes tous d'accord qu'il faut des réformes. Mais les autres estiment qu'il ne faut pas les faire trop tôt parce que nous avons encore du travail dans la mangeoire. Permettez cette expression. Donc ils ne sont pas pressés. Mais l'opportunité des réformes, c'est une nécessité existentielle pour notre nation. Et donc, maintenant, s'ils refusent, maintenant ils peuvent refuser. Mais il y a 2 manières de les y obliger. Il y a la crise elle-même. Il y a les fronts sociaux. Il y a l'inflation. Il y a les promesses non tenues qui mettront le peuple en colère. Ça va les contraindre. Mais nous aussi, on ne demande pas les réformes en restant chez nous. Nous voulons que le peuple se mobilise par des marches pacifiques. Parce que beaucoup estiment que la crise n'existe pas. Pour le peuple ou pour eux. Beaucoup estiment que d'autres disent, bon, les réformes existent, mais ça n'a pas d'incidence sur le fonctionnement de l'État. D'ailleurs, le peuple y est habitué. Nous disons que le dysfonctionnement de l'État naît du deal qui a donné un monstre. Les monstres, c'est quoi? C'est
c'est l'ambivalence. Déjà, notre pays constitutionnel a 2 têtes de l'exécutif. Si à ces 2 têtes de l'exécutif, il faut ajouter la cacophonie entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire, un tel État ne peut pas fonctionner correctement, ne peut pas créer la richesse, ne peut pas investir, ne peut pas avoir la crédibilité nécessaire, la stabilité nécessaire pour que les investissements viennent. On m'a toujours accusé d'avoir demandé que les investisseurs ne viennent pas. Non, j'ai dit que les investisseurs ne viendront pas dans un contexte d'instabilité, dans un contexte d'illégitimité et de la désunion. C'est ce que j'ai dit. Et donc, il faut rapidement faire les réformes, aller aux élections, des élections anticipées. Anticiper signifie dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, mais à condition que nous allions aux élections le plus rapidement possible, mais en passant par les réformes institutionnelles que nous allons définir ensemble. S'ils ne veulent pas, le peuple qui sait qu'il y a 2 façons de faire avancer les choses, c'est soit par les réformes de la part de ceux qui sont au pouvoir, s'ils sont des démocrates, c'est soit par la révolution de sa part. Il choisira la voie si on lui en prive celle que nous proposons. En tant qu'économiste, est-ce que vous avez pensé pour d'éventuelles élections anticipées? Pour faire des réformes, j'insiste, il faut faire des réformes. C'est le principe des réformes. Nous disons 1 an et demi, mais le tout dépend à quel moment on commence les discussions. Mais les autres qui gèrent les affaires de l'État peuvent dire non, il nous faut 1 an, 2 ans pour mobiliser les ressources. Les plus importants qu'on accepte le principe des réformes. Les plus importants qu'en acceptant le principe des réformes, on désamorce la tension populaire. Parce que le peuple est mécontent. Si pour vous, il n'est pas mécontent de la crise politique en ce qu'il y a eu fraude électorale. Mais au minimum, il est mécontent de ce que les pays ne marchent pas bien. Les gens d'en haut qui sont nés dans l'illégitimité sont dans la cacophonie. Donc il faut faire ces réformes, la tension peut baisser et les gens qui sont au pouvoir pourront avoir un environnement assez plus ou moins sain pour travailler en reconnaissant que les choses se sont mal passées. Et le peuple, regardez un peu comment, vous voyez la nervosité des compatriotes de l'UDPS, alors qu'ils sont au pouvoir. La frustration qu'ils dénoncent à tort ou à raison, qui relève à tort ou à raison. Que penseriez-vous de ceux qui ont élu Fayulu, qui sont majoritaires? Quelle doit être leur attitude? Je crois que c'est la même frustration, sinon plus. Et que si nous voulons que le peuple ait foi dans l'avenir, comprenne que la classe politique veut s'amender, je crois que cette population peut nous permettre et laisser ceux qui gèrent l'État gérer le temps que nous fassions les réformes qui correspondent finalement à la reconnaissance par nous que les choses se sont mal passées et que nous sommes prêts à corriger et à faire les choses différemment. En fait, grâce à la démocratie des réseaux sociaux, je reçois plusieurs questions ici, des gens qui vous suivent en direct, disent que nos journalistes ont oublié les enseignants qui ne sont pas payés jusqu'à aujourd'hui. Ils parlent de la justice congolaise avec le cas Mike Moutebay. J'ose croire que nos journalistes ne vont pas oublier de poser ces questions. Voilà, c'est Alain Comte de Radio Chapitre. Il fait le populisme parce que la presse, c'est pas comme ça. Les journalistes, c'est un pouvoir, ils sont indépendants. Alors, monsieur le coordonnateur, je reviens sur la question de votre prochain séjour à Béni. Vous avez passé le fait de Noël là-bas. Au-delà de la simple symbolique, quel est le message? Dire à cette population, le peuple entier vous soutient. Il est avec vous, il ne vous soutient pas, il soutient l'unité du pays. Et va se mobiliser pour qu'on évolue vers le plan de sortie des crises qui consiste à mettre en place des réformes, qui consiste à revenir au souverain primaire le plus rapidement possible, afin qu'on ait des prochaines institutions qui vont être portées par celui que le peuple voudra, ou ceux que le peuple voudra, de manière à ce qu'on ait un État fort qui va s'équiper, s'armer, de manière à mettre fin à cette situation sécuritaire de notre pays. S'il faut faire la guerre, on devra faire la guerre. En fait, Vous imaginez, M. Lissanga, qui se limite à dire c'est Martin qui a gagné. Quoi de grave? En le disant, il n'a pas investi Fayulu. Ils sont tellement dictateurs que pour si peu de choses, ils sont prêts à faire du mal. Ce qu'il a dit là, est-ce que c'est vraiment une infraction? C'est une opinion d'un citoyen ou d'un leader politique. Franchement, nous sommes obligés de recourir à des méthodes qui, en réalité, n'auraient pas été nécessaires si nous étions une république et on était une démocratie. On se serait dit que la justice... Déjà, moi, j'ai déclaré, s'agissant des 15 millions
de dollars. Cette justice, ou bien elle agit, et agit mal, ou elle n'agit pas, tout simplement. Nous avons dit en tant que républicains, on a dit, bon, puisque nous sommes dans un scénario, c'est ce qu'on a vendu au peuple, qu'on est une république d'ailleurs, et démocratique, on a dit que la justice fasse son travail. Nous voulons que la justice fasse son travail, mais à condition qu'elle soit juste. Malheureusement, nous ne sommes pas une république en ce que nous n'avons pas la séparation du pouvoir. Les politiques influent sur les judiciaires. C'est ça qui est dramatique. Mais nous, en ce qui concerne, qu'il s'agisse de Maï Moukebaï, qu'il s'agisse de notre camarade Lissanga, nous allons nous battre en utilisant les instruments à notre disposition. Nous avons nos avocats, d'une part, et d'autre part, nous avons le peuple avec nous. Nous ferons les pressions pacifiques nécessaires pour les obliger à respecter les droits fondamentaux de Mike Moukebaï, qui est victime d'un complot, qui est victime d'un règlement de compte que M. Lissanga Monganga. Monsieur le coordonnateur, vous aviez brossé la situation générale du pays dans tous les domaines, dans tous les secteurs. On ne négocie pas avec. Une dictature, on ne la réforme pas, on s'en débarrasse. Mais puisque tout bandit, tout équimbo kango démocratie par les élections et ainsi de suite, tout senga kaka, le rôle de l'élection oyo et pesi mabe au to bengi kawe électoral. Nous sommes salami na seni, nous sommes à cause de la cour constitutionnelle où va fabriquer des résultats dans des boyebeli yango. Tout ça ko senga que tout ça la réforme na yango. Président élu, Martin Fayulu a ça des propositions ana. À l'obité ça la réforme et ainsi de suite. À l'obité que tout ça la réforme pour nanga, pour bachanga na ebonga. À l'obité o elekaki. Et alors quand on a fait na maladie moko ya pasi, à cause la fondation, tout à cause l'organisation n'endenge que hier le roi du passe yango. Malamu te baninga o baroya sima. Bana o baroya sima bakoka kuzwa mbeba wana. Na bolingo mboka biso bana la muka tolobi bon oyeki eleki à partir ya mabe wana petit toko sala malamu et bongi to sala ba réforme pour tozonga élection so tolobi que élection ngo ezala mbango wana yali oya biso makanisi baninga o bazali liboso na biso na ba congolais mususu au niveau ya peuple bako loba non 1 an 2 ans ezamuke pour il faut que lukambongo eza kosenga tango molai bon tokoboya te mais po biso tokoyi ko imposer solution tous ensemble na moni que mingi ba dirigeants nyonso baza d'accord na ba réforme tout ça la ba réforme wana tout sangana tout ça la réforme biso tout ça tout sengite tout sangana po to kamba mboka po mboka wana na ndenge ezali na ba institution wana ekoki kopesa mbano te tout sengite tout ça la ba réforme to kende élection asika po peuple lokola ya azali atako biso bato alamuka tozali ba victime mais yemoko akoyi ko bongisa pona yemoko na ba sanza to bambule za koya tozonga ba élection na ndenge ke tokoka kozwa ba institution oyo ekozala na makasi oyo esengeli pona ko bongisa mboka pona ko silisa guerre ya est na ndenge bandeko na biso baza kokoma bango message na ngai ezali yango wana makambo ya Rwanda parce que beti na ba esprit ya bato un peu moins résumé mon quai on a Makambouane. Ndeko ya Rwanda bazali na problème. Bana mabelete, bana bomengote. Lokwa biso toali lokola éléphant na lingala babenga ni. Nzokwa kweya. Il faut que banyama nyonso baya kokata mo musuni ndamu ti ba wa aussi biso. Aussi longtemps que tokozala faible comme état légitime, état où ezana kokotsa mbongo ebelete, où ezali ba richesse eza koyibama. Et koyi kozala na armée ya makasi te po ba voisin na biso ba banga biso bayaka komone la biso te na mabele na biso. Il faut kaka pouvoir légitime. Batu mingi balobaka na koloba en français. Aussi longtemps que nous aurons des dirigeants qui ne doivent rien au peuple parce qu'ils savent qu'ils peuvent accéder au pouvoir et conserver ce pouvoir sans l'accord du peuple et même contre la volonté du peuple. Mboka na biso ekotika la kozonga sima. Na tant que ba konzi na biso ba routa na bokasi ya peuple te. Peuple aza na pouvoir ya ko sanctionner bango te ya kolongola bango. Ba continuer ka ko sala boye ba luka rabokonzi en complotant na ba force étrangère o bango ba ko sala la misala o ba sala la peuple. Yango tolobi pona Rwanda banga biso il faut toza na pouvoir o ya makasi ba banga tant ba linga mwazwa mwa bembele na Congo ba ya par la porte ouverte. Bazali bande kona surtout na conflit ou tant ndenge tuba ko boma na bandi
mais kala to tanga ba kelasi ba sala ba entreprise biso pe to kendara kuna to zali ba africain tango ba ya par la grande porte ba respecter ba droit ya ba congolais ko kasate que toza ko ba pona bango kaka même congolais soka ki ko zwa zamba muninga na ye muninga ne ya olinga te bitumbe obima il faut l'état za makasi pour protéger bango nyonso mbali donc biso to bangisa bango to ko lobana bango ke biso to côté la bango ndenge pe bango ba côté la biso bana ba banga biso. Ensuite, oyo bagoluka bazwana moyi boya par la porte officielle pour exploiter. Ezala ba richesse minière, ezala lokola bango, ezali pe lokola ba multinationale, bazo profiter na ba faiblesse na biso. Yango pona yango il faut peuple à téléma. Revendication pacifique pour bako bangaye, ceux qui aza ko revendiquer. Omoni na France ici ko président français Macron za lenga ba syndicat aza obligé rotinda premier ministre na loba bokendo sola na bato na sinon ba robebisa mbongo ba robebisa mboka ba robenganga. Donc Rwanda na biso tozali ba pays voisins faut ba relation za malamu pour les malamu il faut ba banga biso. Merci beaucoup coordonnateur Totondio Botondi na ndenge au PC Makanisi. Résultat électoral les allés bimandenge peuple alingeli mais ala pe ba kunzi oyo baza ko représenter peuple na tango atie libaya na e ba pekisa yete omoni injustice baninga ya ngai moko Jean-Pierre Mbemba Katumbi balongola biso na élection. Ce qui est zéli que bon, de vendre na parlement, de quoi accompagner Batouana, lobby. Quand l'élection aux ala, Bakou, nga musito ba olobana, musito en réalité to bosani mbala en réalité aux angolais, parce que nga na la bande ko bana Angola. Il y a une communauté naza mupende, naza karund, c'est-à-dire naza katangé et naza zambien, naza angolais, donc surtout en tant qu'Africain, mais juridiquement c'est autre chose. Donc tout le cas, basala o basala na 2018 te na bambolo eleki. Donc biso bato la moka, peuple yemoko, o yaza va soutenir la moka, il faut tout ça la revendication, lutte o ya résistance populaire ezali pona bongo. Ezali pona fayu lutter. Pourtant au mususu mbala sima o la moka ekokuta na poto to senga candidat inike koza la fayu lutu e koza la fayu lutter pour yemoko alobaki yango. La convention to signé qui est le bagi bongo. Peut-être un avantage le gola ya si amesani na peuple a pesier. Mais écoutez ça de chanson qui a bimi ba mususu wana ba kozwa ba poste mususu pour pouvoir les akara moko. Ce qui moninga mususu abimi ya kozala premier ministre ainsi de suite ou musito je sais pas parce que beaucoup les akara moko. Les restes sont les alliés simple division du travail. Donc fayu laza ko senga ba réforme wana ba discussion pour la réconciliation ezala injustice to longola yango frustration za la teloki ezali te pona ye ezali pona Congo pona ba génération future. Donc plus d'1h30 dès que vous constatez coordonnateur azaka na makambo ya koloba yango wana Totoni Botondi pe top Congo na RTVS 1 où va permettre ba congolais na Kinshasa na ba province pe à l'extérieur du pays balanda biso Totoni Botondi ba patron de presse au bazala qui invité à ba représenter pratiquement tous les organes de presse Yambo Canabiso. Ma mission TV, le miroir du monde.